Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, vous êtes bien sur Radio J et soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, parmi les institutions centrales du judaïsme français, une institution prestigieuse consacre son fonctionnement au domaine du social, dans toutes ses composantes. L'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. Éric Gozlan, bonjour. Bonjour. Alors Éric Gozlan, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de l'OSE, en charge du pôle enfance. Votre département, qui représente 58% de l'activité globale, a pour mission historique la protection de l'enfance. Est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui ? Malheureusement, oui, c'est toujours d'actualité, la protection de l'enfance. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont soit en situation de négligence, dans des familles qui ne prennent pas la mesure de leur rôle et des nécessités, des besoins des enfants. Et malheureusement, certaines familles aussi qui sont parfois maltraitantes avec les enfants. Donc la question de la protection de l'enfance est toujours d'actualité et malheureusement toujours centrale dans l'activité de l'OSE. Donc, vous l'avez dit, ça représente 58% de l'activité globale de l'OSE. C'est 5000 enfants à peu près par an ? Alors, c'est à peu près 5000 enfants et familles que nous suivons par an. Parmi ces enfants, donc il y en a 1350 qui sont suivis par des structures de milieu ouvert, c'est-à-dire que les enfants restent à domicile et sont accompagnés par des équipes éducatives, par des éducateurs qui vont sur place ou qui reçoivent les parents et les enfants dans les services. Et donc ces services de milieu ouvert, ils sont essentiellement sur Paris. On a 3 services sur Paris et 2 services sur le Val-de-Marne, un à Créteil et un à Champigny. Alors, avant d'aller plus en avant, on va rentrer dans la dentelle pour faire comprendre aux auditeurs un peu la place et le rôle de l'OSE en général. Je rappelle simplement pour 2 mots d'historique, l'OSE est une association née il y a un siècle dans une période très tourmentée en Russie, plus précisément à Saint-Pétersbourg en 1912. C'est une organisation sociale qui s'inscrit dans les valeurs de la République et les principes de la laïcité, tout en préservant son identité juive, sa dimension universelle au service de la communauté juive et du judaïsme mondial. Aujourd'hui, Éric Gozlan, l'OSE demeure une priorité vers l'enfance en difficulté, mais aussi tous les âges de la vie. Ces jours d'actualité, surtout dans les personnes âgées, mais on va parler pourquoi il y a des problèmes de recrutement et pourquoi il y a aussi un problème de famille d'accueil. Expliquez-nous. Oui, alors donc on a effectivement, on vit en ce moment dans le secteur social, médico-social, une crise du recrutement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés à recruter des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des infirmiers, pour s'occuper des personnes dont nous avons la charge. Cette difficulté, elle est allée croissante ces dernières années. Elle a été accentuée par la crise du Covid. Et voilà, donc nous, effectivement, comme d'autres associations du secteur, cherchons à trouver des moyens de rendre ce travail qui a beaucoup de sens pour chacun. Et on sait très bien que les jeunes aujourd'hui cherchent du sens dans leur travail et qu'il y a parfois des réorientations professionnelles qui se font jour après quelques années d'activité dans différents secteurs. On est tout à fait prêt, effectivement, à accueillir ces jeunes professionnels dans nos métiers et à les former. Donc... Oui, mais Éric Gozlan, vous êtes le directeur adjoint de l'OSE, mais une des raisons principales du non-recrutement serait les salaires qui ne sont pas très élevés. Et ça dissuade beaucoup de jeunes. Alors, c'est vrai que les salaires sont pas très élevés en début de carrière, mais on a aussi des postes qui, eux, ont des salaires tout à fait corrects, qui sont des salaires de cadre, et on recrute dans tous les champs d'activité. Ça va de la comptabilité. 3 200 €, c'est pas un salaire de cadre aujourd'hui. Comment ? 3 200 €. Alors, c'est vrai qu'on est soumis... En fin de carrière, c'est pas aujourd'hui valorisant. Alors, tous les salaires ne sont pas à 3 200 €, mais il y a effectivement une difficulté, c'est que nous sommes soumis à une convention collective, qui est la convention collective de 66, qui est actuellement en renégociation avec les pouvoirs publics.
et les partenaires sociaux. Et donc nous espérons bien que une valorisation va avoir lieu. Il y a eu une petite valorisation qui a été faite cette année, qui touche pas l'ensemble des salariés, mais qui touche au moins les éducateurs spécialisés, qui a été une revalorisation de quelques centaines d'euros chaque mois. Donc ça représente quand même à peu près 2500 euros par an. Donc ce n'est pas négligeable non plus. Quand on lit les brochures de l'OSI et toutes les publications, il y a quelque chose de très valorisant pour des jeunes qui voudraient se lancer dans le social et s'occuper des enfants. Il y a quelque chose de très qui met en valeur les qualités intrinsèques de chacun. Comment vous arrivez à motiver ces jeunes recrues et ces jeunes qui voudraient... Qu'est-ce que vous leur dites pour être avec vous, pour rejoindre votre équipe dans les maisons d'enfants de l'OSE? Alors, si on parle des maisons d'enfants de l'OSE, les maisons d'enfants de l'OSE, ça représente à peu près 245 enfants que nous accompagnons chaque année. Et pour ces 245 enfants à accompagner, on a besoin de plusieurs dizaines, voire centaines de travailleurs sociaux, d'éducateurs spécialisés, de psychologues, de différents métiers, chefs de service éducatif, directeurs, etc., qui agissent en pluridisciplinarité dans ces établissements. Donc, pour recruter les nouveaux arrivants à l'OSE, déjà, on leur propose une formation interne sur place qui leur permet d'acquérir des compétences qui sont les compétences que nous souhaitons pour valoriser les salariés que nous avons à l'OSE. Moi, j'ai organisé depuis une dizaine d'années maintenant un diplôme universitaire protection de l'enfance avec l'Université de Paris, qui a du succès, mais pas suffisamment, à mon avis, auprès de la communauté, qui s'adresse déjà aux professionnels et en particulier aux psychologues cliniciens, et qui recrute chaque année 30 personnes pour ce diplôme universitaire. Parmi ces gens que nous formons, certains vont rejoindre l'OSE. Donc on est dans une dynamique de formation et de proposition, d'éclairage sur les politiques sociales, sur les politiques publiques qui sont impliquées dans notre secteur. Beaucoup de nos auditeurs, dans une très large marge de public en France, ne réalisent pas le travail en profondeur que fait l'OSE. Ne réalisent pas, est-ce que c'est dû à un problème de communication? Est-ce que c'est dû à une espèce de dimension de modestie, de discrétion? L'OSE apporte des solutions à des familles en détresse, à des familles, et ça ne se sait pas toujours dans la communauté. D'abord, nous sommes soumis au secret, donc à la confidentialité des situations qui sont portées à notre connaissance. Donc il est difficile de diffuser des informations, même générales, sur la situation des familles que nous accueillons. Donc c'est le premier écueil pour la communication. Il faut pouvoir aussi donner des exemples, communiquer. C'est pas ce point que je visais. J'ai l'idée que l'OSE s'occupe des familles et des enfants, par exemple avec un juge, etc. C'est pas à l'intérieur de façon générale. Oui. Donc de façon générale, effectivement, les enfants nous sont confiés par des magistrats, des juges pour enfants, ou bien par l'aide sociale à l'enfance, puisque la protection de l'enfance est une politique qui est décentralisée. Et donc ce sont les départements qui sont chefs de file de la protection de l'enfance. Donc il y a un ordonnancement qui est fait par le juge des enfants quand il y a une situation de danger, et le placement qui est prononcé par le juge auprès de l'ASE qui nous confie l'enfant. Tout le temps dans un cadre juridique. On est dans un cadre juridique qui est très contraint, qui est très qui nous contraint à tous les niveaux et qui nécessite de rendre des comptes aux autorités à la fois de tarification, puisque nous sommes tarifés en grande partie par les départements, et aux magistrats et à l'aide sociale à l'enfance, aux travailleurs sociaux aussi, aux référents de l'aide sociale à l'enfance qui nous confient les enfants. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des demandes de familles juives, qui vous disent est-ce que je suis éligible pour accueillir des enfants? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des demandes? Alors là, on parle de familles d'accueil, d'assistants familiaux, qui est un métier spécifique aussi de la protection de l'enfance. Donc ce sont des enfants qui sont en situation de danger,
qui sont en danger dans leur propre famille pour des raisons, des fois de maladies psychiatriques, de dépression, de drogue ou de tout type de situations qui peuvent survenir dans des familles, et où il y a la nécessité de placer des petits-enfants. En général, ce sont des nourrissons qui sont placés dans des familles d'accueil. Et pour cela, on fait appel donc à des assistants familiaux qui sont rémunérés au nombre d'enfants qu'ils accueillent. Ils peuvent accueillir jusqu'à 3 enfants. Et effectivement, nous avons tous les ans cette demande de certaines familles ou de tribunaux ou bien même d'avocats qui s'adressent à nous pour nous dire voilà, il y a cette situation qui est dramatique dans telle famille de la communauté. Est-ce que vous pouvez rapidement prendre en charge cet enfant, ce nourrisson ou ce petit de 2 ans, afin qu'il ne soit pas placé dans une famille non juive, qui ne respecterait pas ou qui n'aurait pas connaissance de sa culture d'origine, la culture familiale. Et donc nous faisons... Vous avez une liste de ces familles pour Nous répondre? avons des assistants familiaux qui sont salariés de notre établissement de placement familial, et tous les ans nous recherchons des assistants familiaux de la communauté. Donc Mais des gens vous qui n'avez seraient pas spontanément des familles qui se présenteraient chez vous pour vous dire nous sommes prêts à accueillir, non? C'est assez rare. C'est assez rare. Ça peut arriver. Ça ne fonctionne que par la communication pour le coup. Et donc, on va lancer une campagne de communication dans la communauté pour recruter des familles d'accueil. C'est un métier qui est très valorisant, qui nécessite une formation, un agrément par la PMI. Lourde responsabilité. Et qui est une lourde responsabilité, un engagement sur le long terme. C'est pas un engagement pour 2 mois, 3 mois, c'est un engagement parfois jusqu'à la majorité. Donc ce sont des placements qui durent longtemps, qui ont, dans des situations difficiles, où il faut respecter à la fois la place des familles parce que les enfants ne sont pas abandonnés. Et le profil moral. Et le profil moral, et la culture, et l'identité de chacun des enfants qui nous sont confiés, sachant que nous sommes ouverts à toute population et que nous devons d'accueillir tous les enfants selon aussi les critères identitaires des familles, des cultures des familles, et que nous avons besoin de familles d'accueil qui ne sont pas seulement de la communauté. Mais celles-là, nous arrivons à les trouver plus facilement. C'est pour ça que vous avez une très bonne image auprès de la mairie de Paris comme une référence sociale. Quand la mairie de Paris a une question compliquée à poser, il se retourne vers l'OSER. C'est toujours d'actualité, ça? C'est toujours d'actualité, bien sûr, et la mairie de Paris nous sollicite parfois pour répondre à des situations qui sont extrêmement lourdes, et on a ces compétences en interne, et je dois rendre hommage à nos équipes de travail qui sont extrêmement efficaces dans la prise en charge de situations parfois très lourdes. Parfois difficiles, mais pas seulement. On accompagne aussi des enfants qui ont des besoins spécifiques, mais qui relèvent pas spécifiquement de situations graves. Et par rapport à cette question de famille qui s'adresserait à nous, on a depuis plusieurs années, depuis longtemps, depuis assez longtemps, un service qu'on appelle le conseil éducatif aux familles de la communauté. C'est-à-dire qu'une famille qui rencontre des difficultés dans l'éducation de ses enfants peut s'adresser à nos professionnels pour avoir des conseils et pour bénéficier d'orientation si nécessaire. Alors, Éric Gozlan, je rappelle simplement que votre département, il y a 6 maisons d'enfants à caractère social, il y a un service de placement familial et il y a 5 services en milieu ouvert implantés sur 8 sites. Comment expliquer toute cette diversité de vos activités, de votre responsabilité ? Alors, c'est une diversité d'activités qui couvre tout le champ, finalement, de la protection de l'enfance. En tout cas, une grande partie du champ de la protection de l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire un parcours de soins, un parcours d'accompagnement à l'OSER et d'accueillir une famille du début jusqu'à la fin de la prise en charge. Donc, c'est ça l'objectif. C'est-à-dire accueillir des familles qui sont parfois simplement en difficulté, qui ont besoin d'un conseil, jusqu'à des situations graves et lourdes, où là, il y a besoin d'un accueil, d'une séparation avec le milieu familial, et d'un accueil spécifique, un accueil professionnel. Alors, pour être clair,
les enfants qui sont dans les maisons d'enfants de Lozé sont scolarisés dans les écoles autour de cette maison. Et simplement, cette maison sert de maison, ce qui est la réalité, pour venir loger, manger et être surveillés. Mais ils ont un programme scolaire de la République. Absolument. Un programme scolaire de la République qui peut être aussi un programme scolaire dans une école privée de la communauté. On a des contrats, des conventions avec certaines écoles qui permettent l'accueil des enfants de la communauté dans ces écoles avec un accompagnement scolaire. Ce que vous avez fait pendant longtemps dans les colonies de vacances, vous placiez de nombreux enfants dans les colonies de vacances. Absolument. De manière à ne pas rester dans les rues. C'est la même chose que vous faites pour les écoles privées juives? Alors, non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que les enfants qui nous sont confiés ont la possibilité non seulement d'aller dans les écoles laïques, classiques, mais aussi d'aller dans des écoles privées de la communauté, aux Aratora, à Créteil. Mais c'est la demande des familles à la demande des familles, bien sûr. À la demande des familles. Alors, la Maison des Sources, Éric Gozlan, la Maison des Sources permet une action de prévention thérapeutique pour la petite enfance. Expliquez-nous. Alors, la Maison des Sources, elle est fondée sur un concept qui a été créé par Françoise Dolto. Françoise Dolto, c'était une psychanalyste très connue dont tout le monde se souvient, et qui avait l'idée que les parents, être parent, c'est pas quelque chose de tout à fait naturel finalement. Ça demande aussi parfois un accompagnement, et pour les jeunes parents, il y a parfois la nécessité d'avoir des échanges avec des professionnels pour pouvoir évaluer si on fait bien ou pas bien avec des tout petits. Donc la Maison des Sources, elle est consacrée aux 0-4 ans avec un accompagnement qui est fait par un des deux parents. Et présent dans la maison. Présent dans la maison, et il y a un accueil, donc c'est un accueil collectif. Il y a 25 enfants qui sont accueillis chaque après-midi dans ce lieu qui est situé dans les Hauts-de-Belleville, avec 3 psys qui font un accueil qui n'est pas du tout un accueil qui soit une évaluation de la situation de l'enfant, pas du tout. C'est un accueil très libre. C'est des jeux, c'est des échanges. Ludiques. C'est tout à fait ludique. Ce sont des jeux et des discussions, des conversations sur tel ou tel sujet qui préoccupent les parents. Alors, en complémentarité de cette maison, Éric Gozlan, le service de protection, médiation, prévention, qui apporte d'ailleurs une aide aux familles en difficulté concernées par la violence intra- et extra-familiale. Alors là, c'est quelque chose de très important, une dimension très importante pour les familles. Absolument. Mais là, c'est un service qui est très, très particulier, très spécialisé, qui est là encore un service qui est un service expert, mais là pour le coup expert auprès des tribunaux. Donc c'est pas seulement une expertise classique, mais c'est une expertise qui est aussi reconnue par le tribunal et qui permet, par la Cour d'appel de Paris, et qui permet de confier à cette équipe qui est composée d'anthropologues et de docteurs en psychologie des situations qui sont extrêmement lourdes, des situations de violence, où il y a besoin, là pour le coup, d'une évaluation psychologique très serrée, d'un rapport très serré sur la situation. Par des experts qui sont... Par des experts qui sont rattachés au service. Voilà. Et donc, vous avez aussi l'espace Solidarité Insertion, et cet espace-là, c'est pour les familles en situation de grande exclusion. Ça veut dire quoi, grande exclusion? Alors, c'est un service particulier. Vous parliez tout à l'heure de la mairie de Paris qui pouvait parfois nous solliciter pour des situations particulières. De logement? Alors là, ce sont des familles qui sont à la rue, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de logement. Et donc, la mairie de Paris nous avait demandé, et en particulier Dominique Versini, qui était chargé de la protection de l'enfance, élu à la protection de l'enfance, nous avait demandé de constituer une équipe pour intervenir dans les situations de mendicité, par exemple, dans la rue, à Paris. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de SDF juifs parfois dans les rues. Alors, il y a aussi des SDF juifs, mais là, c'est un public, effectivement, qui est méconnu. Certaines associations s'en occupent. On essaye, évidemment, de prendre en compte ces situations au maximum et de les orienter vers les services compétents. Mais il y a d'autres associations de la communauté qui s'occupent des grands exclus. Alors,
dans toute cette panoplie de votre responsabilité très lourde, mais je devine très passionnante, et en tout cas, il y a aussi le conseil éducatif aux familles. Alors là, c'est un soutien spécifique et une aide à la parentalité aux familles juives. C'est ça. C'est réservé exclusivement à ces familles juives? Alors, c'est réservé, c'est pas exclusivement réservé, c'est-à-dire que si une autre famille nous appelle, on va lui répondre, et bien évidemment, et lui prodiguer des conseils si nécessaire et l'accompagner. Mais c'est un service qui est rendu spécifiquement aux familles juives, aux familles de la communauté. C'est une possibilité que nous offre la loi de considérer aussi, en fonction des particularités culturelle, la possibilité d'accompagner spécifiquement des publics. Est-ce que vous vous rendez compte, Éric Gozlan, vous qui êtes directeur adjoint de l'OSE et en charge du pôle enfance, que très nombreux sont nos auditeurs et qui ne savent pas très bien la réalité de l'OSE. Et ce travail que vous faites sur le terrain, non seulement sur l'enfance, parce que vous êtes responsable, mais le handicap, la santé, la mémoire, la dépendance, l'histoire du patrimoine, toute cette diversité de responsabilités de l'OSE, qu'est-ce que vous diriez à ce public-là sur l'OSE aujourd'hui? Je dirais que l'OSE est forte de son histoire. Une histoire que vous avez rappelée, une histoire qui a été glorieuse pendant la Shoah, qui a permis le sauvetage de 5000 enfants juifs, de la déportation, et puis l'accompagnement, et nous sommes issus de cette tradition d'accompagnement de ceux qui sont devenus des grands témoins finalement de la Shoah. Elie Wiesel, Elie Buzyn, Armand Bulva, Léon Levkovitch vient de sortir un livre avec Cathy Hazan. Ce sont des grands témoins de l'histoire que nous avons accompagné, que nous avons dû accompagner. Et la particularité de l'OSE, je dirais que c'est la capacité à s'adapter à des situations difficiles. On a vécu récemment des situations difficiles avec la crise du Covid, et ce qu'on a observé, paradoxalement, c'est que les équipes de l'OSE n'avaient pas subi cette période du Covid de façon passive, mais avait fait preuve de créativité, avait fait preuve d'adaptabilité et avait su accompagner tous les publics que nous avons dans des conditions qui étaient très très difficiles et dont tout le monde se souvient. Donc on a une capacité comme ça qui est issue de notre histoire. Notre ami Boris Cyrulnik dirait de résilience, de capacité comme ça à s'adapter et à créer des nouveaux services, à créer des nouvelles réponses à des sujets qui apparaissent, et qui percutent la société. Alors, je suis un jeune en recherche d'emploi. Comment je peux faire je veux devenir assistante sociale ou éducateur. Comment je dois procéder, Éric Gozlan? Vous vous adressez au service RH. On a un service ressources humaines qui est bien achalandé et qui permet de répondre aux demandes. Donc, il y a une adresse mail. Et j'aurai une formation? Et si nécessaire, vous aurez la possibilité de bénéficier d'une formation. On accueille aussi des jeunes apprentis. On accueille des stagiaires. On travaille avec les écoles de formation. Bien évidemment, on a... Et on a des bourses si on rentre dans ces... On peut avoir des bourses, on a plusieurs centaines de postes d'éducateurs spécialisés, donc forcément, il y a des capacités d'accueil et d'accompagnement des jeunes professionnels. C'est un métier passionnant et émouvant. C'est un métier passionnant. Mais qui a de l'avenir, je veux dire, c'est le métier de demain. Pour ces jeunes, si des jeunes sont passionnés par la rencontre des familles et par la protection de l'enfance, etc., ils peuvent trouver à l'OSE, selon vous, leur ouverture. Bien évidemment. Bien évidemment, avec formation, à condition d'avoir un engagement, parce que ça demande aussi un engagement qui est un engagement humain. C'est pas seulement un travail où on vient pointer à 9h du matin et on part à 17h. C'est un véritable engagement humain auprès d'humains. C'est un dévouement. C'est aussi une part de dévouement, oui, qui est importante. Et ça percute aussi, parfois, des idées reçues, voilà. Donc ça met au travail aussi la pensée sur qu'est-ce que c'est que le social, qu'est-ce que c'est qu'être un humain dans cette société. Alors donc, Éric Gozlan, merci beaucoup parce que vous nous donnez encore un sentiment de fierté de savoir qu'il y a une institution qui s'occupe encore du social à ce niveau-là. Merci d'être venu Merci et à vous. Très bientôt. Merci à vous pour votre invitation et Shana Tova à tous. Shana Tova.